Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. L'Union africaine a soufflé ses 50 bougies ce samedi, une occasion mise à profit par les jeunes Guinéens pour appeler les dirigeants africains à cultiver la paix dans leurs pays respectifs. Et puis l'atelier d'échange des responsables éditoriaux des médias privés guinéens a pris fin ce samedi à la maison commune des journalistes Cisa Koléa. Après 6 jours de travaux, les participants à cet atelier, appuyés par RFI, ont mis en place un nouveau programme pour la couverture des prochaines élections législatives. Bataille de leadership à la tête de la mosquée de Dabondi 1 entre les fidèles musulmans du quartier, on dénombre plusieurs blessés. L'Union africaine a fêté ses 50 ans ce samedi à Addis Abeba, en Éthiopie, en présence des chefs d'État des 54 pays et d'autres personnalités du monde. Une cérémonie d'hommage qui se tient à un moment où l'Union africaine fait face à plusieurs défis. Mamadi Kamisoko. À la signature de la charte de l'organisation panafricaine ce 25 mai 1963, seulement 32 pays étaient représentés à Addis Abeba. À cette époque, la nouvelle OUA, Organisation de l'Unité africaine, était ambitieuse. Le combat mené a abouti à la proclamation de la souveraineté nationale dans plusieurs États. À ce jour, ils sont 54 que compte l'Afrique. Un succès à l'actif des anciens dirigeants du continent dont le président guinéen reconnaît la combativité. Notre action au sein du groupe de Casablanca, aux côtés des prestigieux leaders qui étaient Sa Majesté Mohamed V du Maroc, Modibo Keïta du Mali, le président Gamal Abdel Nasser d'Égypte, du gouvernement provisoire de la Révolution algérienne, de même que notre engagement pour l'Union Guinée-Ghana-Mali, témoigne de la volonté constante de notre pays en faveur de la création de l'UIA et des États-Unis d'Afrique. Du haut de cette tribune, je voudrais évoquer le nom d'un leader suffisant de notre pays, dont l'apport était déterminant pour la libération et l'unité de l'Afrique, Ahmed Sékou Touré, premier président de notre pays. Souvenez-nous également de notre compatriote Jean de Séville, qui a été le premier président du comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, avant d'être le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. À 50 ans d'existence donc, le chemin parcouru par l'OUA, actuelle Union africaine, est parsemé d'embûches. Certes, l'indépendance est aujourd'hui un pari gagné, mais des crises sociales internes menacent la stabilité de certains pays, d'autres font face à des rébellions armées ou au terrorisme. À ceci se greffent la malgouvernance et le néocolonialisme, des défis à relever que seule l'unité du continent et la responsabilité de la jeunesse africaine s'avèrent indispensables. Les générations actuelles, vous avez l'impérieux devoir de vous approprier leur vision pour faciliter l'Afrique de nos rêves et de nos ambitions. L'Afrique de demain, ils ont construit l'Afrique d'hier, à vous de construire l'Afrique de demain. Les événements qui se passent actuellement dans le monde et sur notre continent montrent bien la faiblesse chronique de nos États. On l'a bien vu lors de la crise malienne. On le voit partout, chaque fois que nous sommes interpellés, jusque dans nos consciences, par notre faiblesse structurelle, parce que nous sommes des petits États tapageurs et que nous ne formons pas une grande puissance africaine. Or, l'Afrique a besoin d'être puissante. Frantz Fanon a écrit quelque part que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors, lorsqu'on parle des pères fondateurs, que font les fils continuateurs? Ce 25 mai, dans la capitale éthiopienne, le renforcement du pacte scellé entre les États en 1963 est dans l'agenda des dirigeants. En Guinée, l'occasion a été mise à profit par les jeunes Guinéens pour exhorter les dirigeants actuels à se servir de ce bel exemple d'intégration pour instaurer la paix dans leurs pays respectifs et ensuite œuvrer pour l'atteinte des objectifs de l'Union africaine. C'est un reportage de Adira Touba. Fondée il y a 50 ans par des chefs d'État africains, l'Union africaine demeure une fierté pour la jeunesse guinéenne. Un exemple qu'ils invitent aux dirigeants actuels de suivre afin que l'Afrique puisse aller de l'avant. Il faudra que nos chefs d'État, et notamment celui de la Guinée, fassent beaucoup plus d'efforts
pour que l'intégration continue à se faire de façon très aisée, mais que la participation du peuple soit aussi effective. Et cela ne peut se faire qu'à travers les organisations sous-régionales, à travers nos activismes dans ces structures. Nous avons l'espoir, le rêve va devenir une réalité, celui de devenir une Afrique unie et indivisible. Nous attendons l'unification de l'Afrique, une Afrique sans frontières, une Afrique où tout Africain se retrouve chez lui. Des jeunes qui déplorent les conflits récurrents dans certains pays d'Afrique. Les États africains doivent comprendre que l'Afrique est une, est indivisible, et d'arrêter ces guerres. Les dirigeants africains doivent comprendre que l'Afrique est vraiment un bijou à protéger. Et que nous, en tant que jeunes, puisque nous sommes les plus vulnérables, nous sommes mis au devant des conflits, franchement, nous devrions prendre conscience de cela et nous responsabiliser. Mais selon eux, le rayonnement de l'Union africaine passe avant tout par l'épanouissement de sa jeunesse et de sa culture, un moyen efficace, disent-ils, pour corriger les fossés creusés par les politiques. Quand on parle de l'Union africaine, il faudrait aussi parler de la jeunesse. Si la jeunesse s'investit beaucoup dans l'unité africaine, on pense vraiment que ça sera quelque chose de génial. Il faudrait passer le message de l'unité africaine au niveau des jeunes. Si elle est bien traitée, elle sera réunie pour sa famille, sa communauté, sa nation. Nous cherchons à rapprocher les cultures de tous les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les politiques ne peuvent pas faire de l'Afrique comme ce que la jeunesse entend. Avec nos coutumes et mœurs, nous voyons que l'unification de l'Afrique sera mieux. La stabilité politique, économique et socio-culturelle du continent, tenant compte des réalités du moment et une indépendance réelle de l'Union africaine permettrait à celle-ci d'aller de l'avant. Dans l'actualité aussi, fin de la session de formation des volontaires de la CEDEAO ici à Conakry. Durant 5 jours, 40 volontaires venus des pays de l'organisation ont été formés sur leur rôle de volontaires de la CEDEAO. Et la Choumarbaï. Ces 40 volontaires citoyens de la CEDEAO ressortissants du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo se portent volontaires en tant que membres d'une même communauté pour mettre leur expertise et leur savoir au service du développement de la Guinée dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du renforcement des capacités de la société civile. Durant les 5 jours de formation, ces volontaires ont acquis des connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront de mieux accomplir leur mission. À l'issue donc de cette formation, ils se sont engagés solennellement à exécuter leurs tâches de volontariat de la CEDEAO avec loyauté, diligence, honneur et conscience. Nous, on est là pour servir en tant que des volontaires. On va essayer d'appuyer pour la paix et pour le développement. Nous sommes des enseignants, il y a d'autres qui sont des sages-femmes et des infirmières. Je suis volontaire dans le domaine de la santé, principalement je suis secouriste monitrice. Je viens de suivre une formation d'une semaine qui est au fait une formation d'induction et qui nous permet d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir travailler en Guinée en tant que volontaire. On est les premiers volontaires en Guinée. On vient de prendre part à la formation d'orientation des volontaires qui a duré à peu près 5 jours. Nous sommes au 6e jour aujourd'hui. Bon, ça nous a permis quand même d'avoir des notions par rapport au pays d'accueil, le climat, les habitudes, le mode de vie. On a aussi compris qu'il y avait plein de similitudes entre nos peuples. Le programme couvre actuellement 3 pays pour sa phase pilote, notamment la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. La Guinée s'est dit satisfaite et fière d'accueillir les volontaires de la CEDEAO et les rassure qu'ils sont chez eux. Nous avons été frappés par leur curiosité, leur enthousiasme et leur volonté de servir dans cet État membre de la CEDEAO, la Guinée. La Guinée qui est heureuse et fière de les accueillir parce que ce sont des citoyens de la communauté qui se sont engagés à servir ce pays et qui pour cela viennent de prêter serment. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Coopération internationale représentant le ministre Koutoubou Sano a réitéré la profonde gratitude de ce dernier vis-à-vis des volontaires. Ensuite, il a promis qu'ils seront appuyés par le gouvernement guinéen. Dans le pays d'accueil, vous devez contribuer aussi à la réalisation de la vision de la CEDEAO et de l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais, au nom de son Excellence,
professeur Alpha Condé et de son gouvernement, réitérer ici notre profonde gratitude aux autres autorités de la Commission de la CEDEAO et du PNUD, ainsi qu'aux autres partenaires du programme pour leur appui et leur collaboration. Ces 40 volontaires seront déployés dans les prochains jours dans leurs lieux de service respectifs. Au lendemain de la marche dite pacifique de l'opposition dite républicaine jeudi dernier, les tronçons Amdalaï Bambeto et Koza Anko 5 sont impraticables. Les boutiques et autres commerces restent fermés. Les jeunes et les forces de l'ordre se regardent en chiens de faïence et les actes de vandalisme ne sont pas en reste. C'est un constat de Ben Oumar Silla. Depuis 2008, les populations de Conakry ont du mal à exercer pleinement leurs activités quotidiennes, troublées par la politique politicienne. Des marches accompagnées de violences, appels à la ville morte, des protestations contre les coupures intempestives de l'eau et d'électricité ou encore d'insalubrité sont devenues aujourd'hui le quotidien des Conakrykas. Des manifestations qui entraînent toujours des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. L'autorité de l'État est bafouée et les droits des citoyens violés. Les manifestants se livrent à des jets de pierres contre des tirs de gaz lacrymogènes, mais aussi à des actes de vandalisme. Quelques victimes expliquent. Ils ont gâté beaucoup de voitures. Ça, c'est la faiblesse de l'État. Hier, moi, j'ai fait 1h30 ici, là. Je n'ai pas vu un policier. Les policiers viennent, ils s'engagent ici, là. Dès qu'ils viennent, action, ils se retournent. Moi, je pensais que c'est l'État qui est plus fort que toutes choses. Hein? Nous, les pauvres, hein, on se débrouille. Nous, on ne travaille pas pour l'État. Nous sommes des ouvriers simples. Maintenant, regardez ce qui est gâté. Est-ce que moi, je peux avoir l'argent de bousser, de rembourser des choses là? Ils ont saccagé la maison et frappé d'autres. Il y a eu 4 blessés dans la maison. Bon, ensuite aussi, ils ont emporté notre téléphone et beaucoup de dégâts matériels dans la maison. Sur les tronçons Amdalaï Bambeto et Koza Anko 5, comme toujours, la marche de l'opposition du jeudi a causé d'énormes dégâts matériels, des voitures brûlées, des magasins pillés, des personnes blessées, d'autres tuées et des voies barricadées sont là les conséquences des manifestations des rues. À Koza, les jeunes ont barricadé les voies pour empêcher les forces de l'ordre d'y accéder. Explication. On a beaucoup souffert. Ils ont frappé beaucoup de gens ici, beaucoup de gens. Ils sont rentrés dans les foyers, bastonner nos vieux comme ils le veulent, détruire nos biens. Chaque fois, ils le font. Ça a devenu quelque chose d'habitude. Donc avec ça, on ne peut pas rester les bras croisés. Dans le même quartier, un vieillard de 85 ans a été tabassé et se trouve alité dans une clinique de Koza. Les sages appellent les acteurs politiques et le gouvernement à l'entente. De veiller sur les gens, de faire tout le monde à égal. Nous sommes déçus complètement du gouvernement. Le leader aussi doit se entendre avec l'État. Mais s'il ne veut pas, là aussi, tant pis pour l'État, tant pis pour le leader. Nous, on n'a qu'à rester en paix seulement, c'est ce que nous voulons. Le pays plonge de plus en plus dans l'impasse politique aux grandes dames des populations qui vivent au jour le jour. Sur un tout autre plan, du grabuge ce samedi à Dabondi 1 et pour cause, la grande mosquée du quartier au centre d'un conflit. Il oppose 2 groupes de fidèles musulmans qui revendiquent la tête de ce temple de Dieu. Des blessés, il y en a eu suite aux affrontements qui ont éclaté entre les 2 parties. Explication, Billy Nankuma Kondé. Cette histoire remonte à la mort du premier imam El Hajj Salifou Souma il y a seulement 2 mois. Malade et suivant son traitement, le deuxième imam Minkaïlo, qui devait prendre les rênes de la mosquée, a été remplacé par l'imam Jalil. Guéri, le conseil de mosquée décide de rétablir imam Minkaïlo dans ses droits, c'est-à-dire faire de lui le premier imam. Malheureusement, le conseil fait face à l'opposition d'un groupe de fidèles qui soutient Imam Jalil pour certaines raisons. Il a changé notre quartier, mais les vieux ne veulent pas qu'il dise la vérité. Il veut que l'imam n'a qu'à rester derrière eux. Et pourtant, l'islam, c'est la vérité qu'on dit. Dans les bandes de 6 heures, dès que tu ouvres ton radio, tu entends ce que l'imam Jalil dit. Wallah, tu seras... Quand tu ne pries pas, tu vas commencer de prier dès maintenant. Et pourtant, nous, on nous sollicite jusqu'au bout. Si on l'enlève ici, nous, on ne va pas prier dans le mosquée. Faux, rétorque le deuxième groupe qui qualifie l'imam Jalil d'inexpérimenté et l'accuse d'appartenir à la secte wahhabite dont il ne partage pas ses valeurs. C'est quelqu'un qui a investi, il veut imposer encore sa décision dans le mosquée. Et on ne peut pas accepter ça. C'est les jeunes, ils ont recruté les jeunes. Ils n'ont pas de l'expérience. Ils sont là à insulter les jeunes et les sages. Donc pour ça, on est fatigué pour ça.
on veut que l'autorité n'a qu'à nous aider à mettre l'ordre dans notre quartier. Mais ce qui a commencé comme ça, là, c'est grave, hein. Dans cette situation confuse, les accrochages éclatent entre les deux parties. D'abord dans la nuit du vendredi, puis ce samedi. Informés, les forces de l'ordre et de sécurité débarquent sur les lieux. Ils procèdent aux arrestations et instaurent un calme précaire. Pour passer de là jusqu'au port, tous les deux côtés de la route étaient barricadés par eux, pour ne pas que les policiers foncent là-bas, parce qu'on est venu pour établir l'ordre. Il n'y a qu'un blessé qui est couché sur le chef de quartier. Et un bébé qui a reçu une pierre sur sa joue droite. Si j'ai bonne mémoire, il y a un seul qui est arrêté. Le chef de quartier de Dabondi 1, qui multiplie les conciliabules pour ramener les deux parties à la retenue, a été pris, dit-on, à partie par l'un des camps. Il appelle au calme. Le groupe presque est deux. Il y a le groupe de Wabi là, qui tiennent coûte que coûte. Il faudrait que la mosquée là les appartienne. Il y a ceux d'ici qui sont contre. Aux deux parties, je demande le calmement. Quand le pays est en mouvement, comme nous avons à l'heure là, chacun doit se méfier. Si tu aimes ton pays, tu dois se méfier. Parce que ce problème-là qui a créé ici, il fallait voir ici, on dirait que c'est autre chose. Or que ce n'est pas politique, il ne faut pas politiser. Selon des informations, le gouverneur de la ville de Conakry se serait rendu aussi sur les lieux pour calmer la situation. En attendant, la maison de Dieu reste fermée aux grandes dames des fidèles. Autre facette de l'actualité, le PDG-RDA a tenu son assemblée générale ce samedi au siège du dit parti. Il s'agissait pour les responsables de ce parti de manifester leur intérêt et de remobiliser leurs militants autour des prochaines élections législatives annoncées pour le 30 juin prochain. Aminata Junto Diallo. Les candidats pour les législatives prochaines multiplient les réunions de prise de contact au sujet de leur participation pour le scrutin du 30 juin. C'est le cas ce samedi au siège du PDG-RDA où les responsables ont conféré avec les secrétaires fédéraux, les futurs députés du PDG-RDA à l'Assemblée nationale. L'objectif de cette assemblée est, entre autres, parler des préparatifs, la vision du parti pour le développement de la Guinée. Ils sont plus que jamais déterminés à participer au scrutin du 30 juin. À ce titre, ils demandent à tous leurs militants de voter massivement, mais avant de s'apprêter pour les campagnes afin d'octroyer une large victoire à leurs représentants. Nous avons, conformément à la loi, déposé une liste à la proportionnelle, qu'on appelle la liste nationale aussi, composée de 76 députés. Nous avons aussi une liste à l'uninominal. Et nos candidats à l'uninominal représenteront les couleurs du parti dans les circonscriptions de Kindia, de Farana, de Gekedou et de Massanta. Nous demanderons donc aux militants de faire tout ce qui est en leur possibilité, afin qu'en masse, les citoyennes et les citoyens de Guinée votent les listes du PDG-RDA. Les responsables du PDG-RDA en appellent au sens de responsabilité de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, ce pour le bien des Guinéens. Que ce processus électoral se fasse dans la justice la plus totale, dans l'équité la plus totale et dans la transparence la plus totale. Cela est un gage de paix. L'Assemblée générale de ce samedi a coïncidé au 25 mai, date anniversaire de l'OIA. Mohamed Touré a profité de l'occasion pour faire un rappel sur le rôle qu'a joué le PDG-RDA pour l'avènement de l'OIA avant d'énumérer quelques propositions de son parti pour les perspectives de cette organisation. Il est indispensable que, à notre avis, nous réfléchissions à la question de l'État. Nous avons des contradictions qui naissent dans nos États-nations dont on pourrait et dont on doit pallier en réfléchissant de façon plus approfondie à cet État qui soit un État africain. Dans la plupart des cas, les populations restent à l'écart de l'État et subissent l'État au lieu de l'intégrer, de le vivre
et de le faire. Direction le pays profond. La campagne agricole 2013 a déjà démarré dans la préfecture de Guékédou. Les paysans sont actuellement dans les champs pour les labours et les premiers semis. Pour cette année, la préfecture a bénéficié de 25 000 litres d'herbicides et de 380 tonnes d'engrais, ce qui, au dire des agriculteurs, est largement insuffisant pour la couverture agricole de toute la préfecture. Pire, l'accès des zones de production est un autre calvaire pour les paysans. Ils l'ont fait savoir au ministre de l'Agriculture qui était récemment en tournée dans cette préfecture. Explication, Benou Marsila. Guékédou est une préfecture à grande potentialité agricole avec plus de 40 000 hectares de bas-fonds et de plaines rizicoles non aménagées. Avec l'abondance de la précipitation dans la région, les paysans ont commencé depuis 2 mois les labours et les premiers semis. Actuellement, nous sommes sur les labours et les premiers semis. Les premiers semis se sont passés du mois d'avril jusqu'au mois de mai, mais actuellement, c'est vraiment les labours et les premiers semis. La préfecture a reçu déjà une quantité insuffisante de 25 000 litres d'herbicides et 380 tonnes d'engrais MPK et urée. Les paysans au champ, les autorités, elles, s'attellent à la formation des 500 ADC auxiliaires de défense des cultures, à l'utilisation des produits phytosanitaires et traitement d'herbicides qui constituent aujourd'hui un handicap pour la réussite des productions agricoles en Guinée. Les 25 000 litres d'herbicides ne suffisent pas. Nous avons donc demandé encore que l'État nous accompagne en nous envoyant 20 000 litres d'herbicides. Vous savez, l'herbicide sélectif aide beaucoup les paysans actuellement dans les travaux champêtres. Avec ces cultures variées, l'accès aux zones de production agricole de la préfecture de Guékédou relève du parcours des combattants, précise Damousakou. La première difficulté que nous avions, c'est le désenclavement des zones de production. À Guékédou, il y a des terres, il y a des bas-fonds qui sont hydromorphes temporaires et permanentes. Donc, constamment, toute l'année, il y a de l'eau. Si les aménagements sont faits, on peut récolter 2 ou 3 fois. L'agriculture extensive de destruction massive des forêts est développée dans la région, une pratique que le gouvernement entend bannir pour aménager les plaines rizicoles. Une situation qui nous interpelle, c'est de l'agriculture extensive. Chaque année, c'est des hectares de forêt qui sont détruits. Donc l'objectif du professeur Alpha Condé, c'est de faire en sorte que l'agriculture nourrisse le pays en améliorant la technique et des autres applications qui favorisent une sédentarisation sur les terrains et dans les bas-fonds. Donc nous sommes attelés à ça. Pour la campagne agricole 2013, le ministère de l'Agriculture a commandé des intrants agricoles à Bamako et à Dakar dont la qualité a été vérifiée par les experts guinéens en la matière. Par ailleurs, démarrage ce samedi à Conakry de la réunion internationale du conseil d'administration de StreetNet. Elle regroupe les différents pays membres de l'organisation internationale qui défend les intérêts des vendeurs de rue. L'objectif est de mettre en place des structures locales de négociation collective et de protection des vendeurs ambulants. La rencontre a connu la présence des membres du bureau confédéral de la CNTG. C'est un compte-rendu de Fanta Conté. StreetNet International est une organisation qui regroupe 40 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de l'Europe. Elle a été lancée à Durban, en Afrique du Sud, en novembre 2002. Cette organisation est un des adhérents syndicats, coopératives et associations, a pour but de promouvoir l'échange d'informations et d'idées sur les problèmes critiques auxquels font face les vendeurs ambulants, des vendeurs de marché et colporteurs, ainsi que sur les stratégies de plaidoyer. Cette rencontre de Conakry, qui est la première du conseil d'administration de StreetNet, devra permettre de renforcer ses actions sur le plan national. La première chose est que nous essayons, avec tous nos affiliés, de mettre en place les structures locales des négociations collectives avec les autorités locales. Et nous avons un plan de ça, et tous nos affiliés essayent dans leur pays de mettre en place ces structures locales de négociation. La deuxième chose, au niveau national, est de mettre en place les socles de protection sociale. C'est quelque chose qui est convenu par une recommandation 202 de l'OIT l'année passée. Et nous essayons avec tous nos affiliés de négocier avec leur gouvernement, de mettre en place ces socles de protection sociale, qui est un genre de protection sociale qui protège tous les travailleurs
formels et informels. Cette organisation œuvre surtout dans le cadre de la promotion et la protection des intérêts des vendeurs de rue afin qu'ils aient un travail décent. Elle est accompagnée dans cette noble mission par les syndicats des travailleurs du monde entier. StreetNet œuvre à cultiver l'esprit d'entraide, de solidarité, avec peu de moyens au sein de nos organisations syndicales. Cet engagement mérite respect et considération, car nos camarades vendeuses et vendeurs de rue, déjà frappés par une pauvreté récurrente, ont droit à la vie, au bien-être et à la sécurité. Je vous donne l'engagement ferme du ministère du Travail et de la fonction publique que nous ne ménagerons aucun effort pour le soutien de votre association à Guinée. Grâce à StreetNet, les pays membres vont pouvoir mener des actions qui peuvent contribuer à améliorer de façon significative la vie de millions de vendeurs ambulants. Fin ce samedi à la Maison de la Presse de l'atelier d'échange des responsables éditoriaux des médias privés. Pendant 6 jours, les 16 participants appuyés par RFI ont mis en place un nouveau programme pour la couverture des prochaines élections législatives. Une couverture qu'ils veulent impartiale et équilibrée. L'initiative est de l'Urtelgui afin de renouveler la synergie des médias privés. Une couverture électorale impartiale, équilibrée et variée, c'est l'objectif de la semaine d'échange entre les responsables éditoriaux des médias privés et les partenaires de l'Urtelgui, notamment RFI. Des fructueux travaux pleins d'innovations pour que la synergie de 2013 soit différente de celle de 2010. Au cours de cette semaine, donc, ces responsables éditoriaux ont réfléchi sur une grille des programmes de la synergie, mais également sur la manière dont il faut conduire cette synergie. Et ces patrons des rédactions viennent de présenter des conclusions. Je suis sûr qu'avec les documents que je viens de lire, on peut considérer que la synergie pour les législatives sera meilleure aux 2 précédentes. Ils ont à la fois voulu qu'il y ait des émissions la veille du scrutin, le jour du scrutin, mais également le lendemain du scrutin, et également la possibilité d'un programme spécial au moment de la publication des résultats provisoires par la CENI. Il faut dire que dans l'ensemble, c'est un travail qui a plutôt réussi, dans la mesure où, pour la première fois, on a réussi à mettre en place une documentation digne du nom concernant la synergie des radios. Une synergie où les ressources financières et matérielles ne devraient pas se poser cette fois. Les fonds sont disponibles, donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Les moyens sont là, il suffira tout simplement de voir ce qu'il faut. Le problème téléphone va être réglé, le problème de réseau, et même parlant des perdièmes des journalistes, tout cela va être revu pour permettre dans l'ensemble que la synergie soit une réussite. Et nous allons également avoir une brigade, cette fois c'est la nouveauté. Une autre formation sur la couverture électorale est prévue à partir du 3 juin à l'intention d'une 60aine de journalistes de Conakry et de l'intérieur du pays. Et puis, la nuit de l'excellence de la femme guinéenne a été célébrée vendredi à Conakry. L'événement, piloté par le groupe Nyuma Communication, a distingué plusieurs femmes dans certaines catégories. Le célèbre prix de femme de l'année est revenu à Hadja Kadiatou Ndiaye, l'actuelle directrice générale de l'ANAIM. La nuit de l'excellence de la femme guinéenne récompense la bravoure et la compétitivité de la guinéenne. Explication, Saran Kamara. Hadja Kadiatou Ndiaye, présidente du comité d'organisation du 54e anniversaire de l'indépendance nationale à Boké et actuelle directrice générale de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, est celle choisie par le jury comme femme de l'année 2012 à l'occasion de la 9e édition de la Nuit de l'excellence de la femme guinéenne. Vous comprendrez l'émotion qui m'anime ici. Je remercie le bon Dieu. Vous allez me permettre de remercier une masse d'affaires qui recherche les femmes cachées. Je dédie ce prix à toutes les femmes de la Guinée. Je dédie en tant que prix à son excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a accordé une place importante à des femmes dans son programme de société.
Cet événement permet de rendre visible le parcours et l'engagement des femmes dans les différents secteurs d'activité. La présidente honoraire de Numa Magazine n'a pas manqué de souligner la place de la femme dans une société. Le thème de cette année, Femmes et paix, est justement dédié à Hadja Oumokira Miba et convient parfaitement aux activités menées par les femmes au cours de l'année écoulée. En effet, les femmes, tout en continuant à s'impliquer activement dans la promotion économique, n'ont pas été en reste dans les questions sociopolitiques du pays. Hadja Kadiatou Ndiaye vient remplacer Oumou Hamiba, décédée en mars dernier. Une minute de silence a été observée en sa mémoire avant le témoignage de sa fille aînée. Je remercie le bon Dieu de nous avoir fait cadeau d'un ange pareil. Elle voulait à tout prix que le travail de la femme guinéenne soit reconnu et disait toujours que la voie difficile était la meilleure car c'est en se battant que la victoire est méritée. Mesdames, vous êtes le présent et le futur de notre nation, mais aussi nos modèles à nous jeunes filles qui un jour prendront le relais. Et nous comptons sur vous pour nous orienter vers la bonne voie à suivre. D'autres prix, et non les moindres, ont été décernés à d'autres combattantes, symbolisant le courage de la Guinéenne. Il s'agit du prix du meilleur espoir féminin, meilleure réussite économique, meilleur leadership féminin, meilleur exemple d'efficacité au poste, meilleur investissement politique, meilleur investissement dans le secteur rural et le meilleur groupement féminin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.evasionguinee.info. Bonsoir chez vous.